Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec les débatteurs du soir, bonsoir Alexandre Malafaille. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Fondateur du think tank Sinopia, bonsoir Raphaël Stainville. Bonsoir Pierre. Directeur adjoint de la rédaction du journal du dimanche. Et notre invité est historien, il est normalien, il connaît la 5e République par cœur. Il est auteur de Charles Pasqua dans l'ombre de la République aux éditions Passé Composé. Bonsoir Pierre Mananti. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Question toute simple, pourquoi avoir choisi ce personnage, j'allais dire truculent, de l'ancien ministre de l'Intérieur ? Je crois que vous l'avez dit, c'est un personnage dont on se souvient de la gouaille, la force politique, le dynamisme. C'est une grande figure de la droite. J'en suis pas à mon coup d'essai puisque c'est mon 4e livre sur l'histoire de cette droite et notamment de la droite gaulliste et post-gaulliste. C'est votre deuxième portrait. C'est le deuxième portrait. On a eu Albin Chalandon. C'est vrai, Albin Chalandon qui était vraiment justement secrétaire général du parti gaulliste, ministre du général de Pompidou. Là, avec Charles Pasqua, on est dans l'après-De Gaulle. C'est l'homme qui fait cette transition entre De Gaulle et Pompidou et puis Jacques Chirac, la droite RPR, et qui va être son compagnon pendant 20 ans. Mais vous avez un malin plaisir à choisir ceux qui sont, j'allais dire, au deuxième rang. Pourquoi ? Parce que tout le monde va faire Balladur, Villepin, peut-être un jour Bayrou, d'ailleurs ça a été fait, Sarkozy, etc. Oui, il y a une livre forme de Nicolas Sarkozy, et puis les présidents par Catherine Ney, elle a fait pratiquement tous les présidents. Il y a une forme de goût pour ces personnages de l'ombre, ces gens qui comptent beaucoup et qui sont au deuxième rang, la formule est assez juste, et en même temps c'est souvent d'eux que viennent les solutions, d'eux que viennent les réussites. On dit souvent que derrière chaque grand homme politique se cache une grande femme. Il y a aussi souvent un second, un lieutenant, et Charles Pasqua est l'homme sans qui Jacques Chirac n'aurait pas eu la carrière qu'il avait eue. Donc ça me tenait à cœur de raconter ce rôle particulier. Il y a eu deux choses qu'on peut retenir de Charles Pasqua. Alors évidemment, votre livre est beaucoup plus épais, et donc il y a plein de choses que vous racontez qui sont d'ailleurs aussi beaucoup d'anecdotes personnelles, mais il y a deux choses, c'est que d'abord il y a eu la phrase « on va terroriser les terroristes », ça a marqué les esprits, et puis surtout il fait partie d'une mouvance dans les années 90 qu'on a appelé les souverainistes. Alors il y a eu Séguin, il y avait Philippe de Villiers, il y avait Alain Madelin, il y avait quelques-uns comme ça qui ont cru, et qui aujourd'hui d'ailleurs, Charles Pasqua n'est plus là pour nous le dire, mais qui pourraient dire, ben voilà, écoutez, vous voyez, finalement on avait peut-être raison. Oui, ça a été un des grands combats de sa vie. Il était persuadé, comme le général, que l'Europe devait être une Europe confédérale, une Europe des nations, qu'il fallait pas chercher l'homogénéisation entre des pays, des cultures trop différentes, et que oui, il fallait que l'Europe existe dans un contexte de guerre froide entre les États-Unis et la Russie, mais il fallait qu'elle sache aussi préserver ses particularismes, respecter l'indépendance de chaque pays, respecter les souverainetés nationales. Et donc c'est la raison pour laquelle il s'est engagé en 92 contre Maastricht, en 97 contre Amsterdam, et puis c'est aussi la raison pour laquelle il s'est fâché avec Jacques Chirac. On a dit le compagnonnage que les deux hommes ont eu, les aventures politiques qu'ils ont eues, mais en 99, c'en est trop pour Charles Pasqua, il décide effectivement de faire cette liste indépendante avec Philippe de Villiers notamment, et ça va être le dernier grand combat de sa vie puisque il va être un des porteurs de ce qu'on a appelé le souverainisme à la française. Alexandre Malafaille ? Oui, moi j'aimerais revenir sur l'homme que vous avez approché directement et indirectement à travers toutes les archives que vous avez consultées. Comment le qualifieriez-vous ? Que diriez-vous de lui ? Est-ce que c'était un personnage attachant ? Quelles étaient ses qualités ? On a cette espèce de personnalité incroyable qu'on connaît. Il faut se souvenir de la libération des otages à la mairie à l'école de Neuilly. Il avait vraiment fait une conférence de presse très marquante où il avait dit les mots justes. Il avait une personnalité qu'on le connaissait. Mais voilà, quel était l'homme ? Qui était l'homme ? Je crois qu'il y a deux mots qui viennent à l'esprit quand on parle de lui. Il y a d'abord le côté fidèle. Fidèle aux idées, fidèle aux hommes. C'est quelqu'un qui n'a pas, contrairement à d'autres hommes de sa génération politique, enchaîné les trahisons ou les coups bas. Il était vraiment persuadé de la justesse de sa cause, persuadé de devoir faire tout ce qui était en son possible pour certains hommes. Ça a d'abord été le général de Gaulle, ça a ensuite été Pierre Messmer. Il l'a connu ? Il l'a rencontré ? Alors il a rencontré le général de Gaulle, il a notamment joué un rôle au moment de l'élection présidentielle 65, il a ensuite été, au moment des législatives 67, un des grands organisateurs de ces législatives, à travers le SAC, le service d'action civique, dont il était un des pontes. Et puis, c'était quelqu'un de simple, et j'insiste sur ce mot parce que c'est quelqu'un d'abord qui venait d'une extraction très modeste, hein. Son père était policier, son grand-père était berger, il a commencé avec des petits boulots, détective privé, plagiste, déchargeur de camions de cigarettes, il s'est fait tout seul.
Il a monté vraiment les échelons du pouvoir un à un, et il a su garder cette simplicité toute sa vie durant. Et ça, c'est vraiment des témoignages que moi j'ai pu réunir, des documents que j'ai pu consulter. On sent jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie, même après avoir été 2 fois ministre de l'Intérieur, ce souci de parler aux Français, de parler des problèmes du quotidien, de parler simplement autour d'un Ricard, d'une bière, d'un moment sympathique, toujours avec un morceau de saucisson corse. Il étonnait beaucoup. Mais en tout cas, ne pas perdre ce lien entre les Français et les politiques, c'est quelque chose qu'il avait vraiment à l'esprit et à cœur. Raphaël Saint-Ville. Oui, j'ai toujours une question qui me taraude lorsque j'aborde ce genre de personnage comme Charles Pasqua, c'est de savoir où est-ce qu'il se situerait aujourd'hui. La question est délicate, presque impossible, mais pour autant, je vous la pose quand même. Est-ce qu'il se situerait parmi ceux qui voudraient que la droite gouverne, comme c'est le cas aujourd'hui, quitte à se fondre, fusionner presque avec le macronisme? Est-ce qu'il serait derrière Éric Ciotti, avec Laurent Wauquiez, ou peut-être même derrière Marine Le Pen? On se souvient de cette phrase en 88 lorsqu'il disait les valeurs communes avec Jean-Marie Le Pen. Où est-ce qu'il se situerait aujourd'hui? Alors c'est toujours difficile à dire, hein. Vous l'avez rappelé en propos introductif, de coller le personnage sur une époque qui n'est pas la sienne. Je pense qu'il y a 2 éléments qui sont intéressants et qui permettent de dessiner une espèce de réponse. Le premier, c'est que il se trouvait des valeurs communes non pas avec Jean-Marie Le Pen mais avec les électeurs du Front National. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était un de ses combats. Il estimait que si des électeurs du RPR étaient partis vers le Front National, c'est parce que la droite ne leur parlait plus des problèmes du quotidien, l'immigration, la sécurité, les questions de pouvoir d'achat. Et donc, il avait vraiment envie que le RPR reprenne ces thématiques qui étaient fortes sous le général de Gaulle, qui défendait une droite sociale, une droite populaire. Et donc, on pourrait le retrouver dans cette mouvance de gens qui, comme Nicolas Sarkozy en 2007 et comme une partie de la droite républicaine aujourd'hui, disent il faut pas abandonner les débats sur la nationalité, sur l'identité, sur le pouvoir d'achat à l'extrême droite. En même temps, c'est quelqu'un, pour répondre à la question, se serait-il fondu avec le macronisme et la majorité centriste, il préférait être dans l'opposition, être tout seul, qu'abandonner un millimètre de ses idées politiques. Et il l'a montré en 99, quand il part contre le RPA, contre Nicolas Sarkozy, qui est la tête de liste. Il l'a montré en 2002, il ébauche une candidature. On est sur une élection européenne en 99. Exactement, il monte une liste indépendante aux élections européennes. En 2002, il pense même, pourquoi pas se présenter à l'élection présidentielle. Et puis, il ne va pas aller au bout de cette démarche, mais il va ne rallier personne, parce que c'était les idées avant tout, Charles Pasqua. Et les petits arrangements politiques. Ça de beaucoup de monde, les idées avant tout. Oui, mais il a pris le risque de se marginaliser vis-à-vis de sa propre famille, alors qu'il aurait pu jouer un rôle beaucoup plus important. À différents moments, il va se fâcher avec ceux qui l'entourent, avec ceux qui l'ont accompagné, parce que au fond, il avait une boussole qui était sa vision du gaullisme, et notamment sur les questions de souveraineté. Et cette boussole, elle lui traçait une espèce de nord qu'il voulait pas lâcher. La raison pour laquelle il n'a jamais voulu fusionner, entre guillemets, ou en tout cas de faire ce qu'on appelle aujourd'hui, pour certains c'est encore un vœu pieux, de faire l'union des droites, il n'a jamais voulu aller avec Jean-Marie Le Pen. Pourquoi? Parce que c'était l'homme Jean-Marie Le Pen, et la question qui vient juste derrière, c'est est-ce qu'il aurait eu une possibilité de se tourner vers Marine Le Pen, ou alors est-ce qu'il ne voulait pas aller vers le Front National, parce que au-delà d'un mouvement de droite, c'était aussi un mouvement populiste. Alors il y avait d'abord l'homme Jean-Marie Le Pen, ses propos outranciers pour lesquels il a été plusieurs fois condamné, et ça, Pasqua, le résistant qui s'était engagé dans le combat pour la France libre dès l'âge de 15 ans, ça lui était insupportable. Donc c'était pas discutable. Pour autant, donc il était hermétique à ça. Il était hermétique au personnage. Faire une fusion avec quelqu'un qui tenait ce genre de propos. Tout à fait. Mais en même temps, il a aussi entretenu des liaisons dangereuses, comme on les a appelées à l'époque. Ça a été, vous l'avez dit il y a quelques instants, l'homme qui en 88 justement tente de négocier une alliance de second tour, et il savait cultiver. Comme l'avait fait Jean-Claude Gaudin d'ailleurs pour la mairie de Marseille en 84. C'est le cas, et puis ça a été aussi le cas au moment des élections régionales de 1998, où plusieurs présidents de région ont été élus grâce aux voix du Front National à l'époque. Il n'était pas contre cette stratégie d'alliance, d'aller rechercher les électeurs, mais l'homme lui était par contre insupportable. Et est-ce que aujourd'hui, du coup, alors c'est toujours difficile de faire de la politique fiction, le nom de Retailleau me vient assez à l'esprit. Est-ce que, et je pense qu'il serait à peu près dans les mêmes souliers que Bruno Retailleau, qui lui-même a été dans les souliers de Philippe de Villiers, on le sait très bien. Donc c'est la continuité, j'allais dire, des idées souverainistes qui ont peine à s'imposer aujourd'hui dans notre pays. Mais est-ce que une entente avec Marine Le Pen aurait été plus possible qu'avec Jean-Marie Le Pen?
C'est toujours. C'est la question à 1000 balles. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est difficile d'y répondre parce que elle est aussi avant tout la fille de son père et Charles Pasqua, c'est quelqu'un pour qui le sens de la famille, l'unité familiale était important. Il n'empêche que le RN d'aujourd'hui n'est plus ce qu'était le Front National de l'époque. Est-ce qu'il aurait pu engager des discussions, des négociations? Je ne sais pas. Par contre, vous avez raison d'évoquer le nom de Bruno Retailleau et je pense que là, on a une forme de mimétisme entre les deux hommes. D'abord parce qu'ils ont tous les deux été ministres de l'Intérieur et puis parce que c'est le cas depuis quelques semaines, mais particulièrement ces derniers jours, Bruno Retailleau, dans son style, dans la forme des propos publics qu'il peut avoir, dans le côté manche retroussée, main dans le cambouis, quitte à avoir des propos qui peuvent blesser. Vous le dites très bien dans votre livre, c'est aussi Charles Pasqua, ça a été aussi le plagiste, ça a été l'enfant de la balle, ça a été celui qui a gravi les échelons chez Ricard à l'époque. Ça a été aussi un homme qui a connu l'entreprise. C'est pas juste un archétype du moule, j'allais dire de l'exécutif. C'est pas quelqu'un qui est allé faire l'ENA et qui est sorti en faisant ça. C'est quelqu'un qui savait parler vrai et qui n'avait pas peur des mots qu'il employait, qui savait se fâcher. Qui ne cherchait pas. Ça, il y en a d'autres. Aujourd'hui, je peux vous les montrer. C'est vrai. On en reçoit quelques-uns dans ce studio. Il recherchait pas la convenance, l'alliance. Il ne se fâche jamais. Ça dépend des jours et des heures. Non, c'est en tout cas une certaine dérive de la droite vers un propos plus modéré, un propos plus centriste, un propos plus convenu sur l'Europe qu'il a fâché avec Chirac, avec le RPR, et finalement c'est cette droite qui ne mâche pas ses mots à laquelle il était attaché. L'union des droites, c'est quelque chose, on en a parlé il y a 2 secondes, c'est un concept auquel vous croyez, vous Pierre Mananti, en observant la vie politique aujourd'hui? C'est difficile à dire parce que d'abord l'échiquier politique a beaucoup changé depuis l'époque du général de Gaulle et même du RPR. Vous êtes un nostalgique de la qualité de la personne politique. Oui, définitivement. Et puis un nostalgique de cette époque où... vous êtes dans le c'était mieux avant? Je sais pas si c'était mieux avant, mais en tout cas, on avait... Vous préférez les Rolling Stones à Orelsan? Un petit peu, c'est vrai. Non, mais on avait un regard sur l'avenir, plein de promesses, plein d'enthousiasme. On était confiants, on était fiers d'être français, on était fiers d'être gaullistes, on était fiers d'être de droite. Et ça, c'est quelque chose que les hommes politiques pourraient redonner aux Français, avoir envie d'eux. Alexandre. Est-ce que vous avez le sentiment en tant qu'historien, après avoir observé pas mal de figures politiques de cette famille gaulliste, que le fait d'avoir été trempé quand même dans l'histoire douloureuse, pour ne pas dire que plus que ça, du XXe siècle, a fait qu'on avait chez ces personnages politiques quelque chose quand même digne des grands hommes, quoi, quelque part, quelque chose qui les amenait à transcender finalement leur personnalité, parce qu'ils avaient vu et vécu l'histoire de près avec tout ce qu'elle contient de compliqué, et qu'aujourd'hui on a une classe politique qui est assez éloignée de ces grandes crises. Oui, tout à fait. L'épreuve de la résistance a forgé une génération d'hommes politiques, de droite comme de gauche d'ailleurs, qui sont nés, ont été madrés par l'idée qu'il fallait dépasser les clivages politiques, dépasser des contingences pour se mettre au service du pays, au service d'une cause. Et donc leur engagement politique était d'autant plus brut, intégral, authentique qu'ils avaient failli mourir pour la France. Charles Pasqua dans l'ombre de la République aux éditions Passé Composé. Merci Pierre Mananti. Merci beaucoup d'avoir été en direct sur Europe 1 pour parler de ce livre.